time! Five rounds for the undisputed UFC. Alors, je vais pas vous parler du livre parce que déjà je compte l'acheter et du coup je vous verrai demain soir pour le signer. Est-ce que, première question, elle va vous paraître un peu bizarre, mais pour moi c'est important, est-ce que vous êtes heureux? Waouh, ça c'est très original. Oui. Ça c'est beau ça. C'est bien. Je suis heureux. Vous êtes heureux? Je suis même très heureux. Ok. Parce que je suis au fond, au-delà de ce qu'on perçoit, j'ai la chance d'être très bien entouré. J'ai beaucoup d'amour autour de moi directement. J'ai mes deux filles qui me versent une tonne d'amour, mais il y a beaucoup de bienveillance. Hier soir, j'ai dîné avec des personnes très proches de moi. On était 5 autour de la table, 4 amis. Et c'est fou. On a parlé de karting. Il y a l'un des amis qui fait beaucoup de courses de karting. Il est dans un club Porsche. Et donc il fait des courses sur le Mans et tout, Porsche GT. Ok. Et donc on parlait de ça parce que je suis quelqu'un de peureux en termes de vitesse. De sensation. Voilà, et donc quand je conduis et que je sens que j'approche les 180, 190, j'ai mon pied qui s'élève tout seul de l'accélérateur. Et donc on a parlé un peu de tout. On a parlé des vacances. J'ai eu une grosse frayeur l'année dernière en vacances en Corse. On parlait de ça. Enfin, oui, quand je suis dans ces moments-là où je suis retiré de tout ce qui est le discours des MMA au quotidien, je me sens bien, je me sens heureux. Vous voulez dire que ça vous rend heureux des fois de sortir un petit peu de tout ça? Absolument. Avec les bonnes personnes? C'est ça, absolument. C'est que je suis amoureux du MMA, j'aime beaucoup le MMA. Mais le MMA en club, quand je suis en club avec mes gars et tout, au club et tout, je prends beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup ça. Les entraînements, vous le voyez, mes entraînements avec mes élèves, il y a beaucoup de rire, beaucoup d'amusement, je prends mon pied. Mais le MMA professionnel comme celui qu'on fait là, ce n'est pas si amusant que ça parce qu'on a des annulations de dernière minute, on a des changements sur la FAT4, c'est très stressant, voilà quoi, il y a tout ce qui concerne tout ce qui est autour du côté professionnel, tout ce qui est, comme dans tous les métiers, très anxiogène. D'abord, est-ce qu'il va y avoir un Tour de France de Arès l'année prochaine? Tour de France, c'est un grand mot, mais Ouais. oui, c'est prévu que la Ligue commence à se déplacer. D'accord. Qu'est-ce que le Fernand enfant dirait à l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Le Fernand enfant lui dirait calme-toi, t'es beaucoup plus au-dessus de tes espérances, de tes rêves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me dit que j'ai toujours été quelqu'un de modeste et qui sportivement, Pardon, j'ai pas entendu. quelqu'un de modeste Ok, qui sportivement ne se trouvait pas brillant d'accord. et ne se trouvait pas échouait toujours sur la deuxième ou la troisième marche. Vous aviez une mauvaise estime de vous? Voilà, Ok. et ne se trouvait pas forcément une mauvaise estime générale, non, D'accord. une mauvaise estime sportivement. D'accord. Et dans le milieu du sport, finalement, je continue toujours à vouloir devenir meilleur encore, numéro 1 et pousser toujours sportivement. Ok. Et c'est pour ça que je dis que je pense que le jeune Fernand, qui se rappelle du passé, Ouais. dirait au nouveau Fernand, Sans se mentir à soi-même, quoi. voilà, D'accord. arrête de toujours vouloir pousser, t'es déjà pas mal. Tu Ok. pourrais te reposer un peu et puis apprécier le rang que tu as que ce soit avec toutes les casquettes que j'ai, D'accord. d'entraîneur, de manager, de promoteur sportif, de gestionnaire de salle et tout. L'ancien Fernand dirait à celui qu'il est devenu,
arrête de pousser la machine toujours un peu plus loin, à vouloir toujours être un peu plus performant. Ce serait bien de ralentir et de comprendre que Ok, je la comprends. réalité, elle est ailleurs. J'ai appris que RS1, l'entreprise, après RS1, l'entreprise avait fait faillite. Enfin, il y avait des combattants signés qui n'ont pas pu combattre. Dans quel état d'esprit vous étiez après cet événement? Ah non, c'est pas du tout ça en fait. L'entreprise n'a pas du tout fait faillite. C'est juste que l'entreprise était détenue par le groupe Vivendi. D'accord. Et comme il y a eu le Covid, le groupe Vivendi a préféré mettre la ligue en sommeil. Ok. Et donc Fernand et moi, comme nous avons créé cette ligue avec le groupe Vivendi, on leur a demandé si on pouvait récupérer la ligue parce qu'on ne voulait pas attendre. À l'époque, on ne savait pas, le Covid ça allait être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc là, on était déjà en 2019. D'accord. Donc on s'est dit, bon, 2020, là tu vois, on est fin 2022. Donc on s'est dit, bon, donc on a discuté avec eux et donc ils ont accepté qu'on reprenne la ligue. D'accord. Il n'y a jamais été question de faillite, Ouais. juste pendant le Covid, c'était complètement à C'est l'arrêt. bien de Et mettre donc, les bons mots. Et ensuite, le temps des discussions ensuite de l'administratif, D'accord. pour qu'on puisse récupérer la ligue, on a D'accord. récupéré la ligue. Et donc, nous avons décidé de libérer les combattants pour pas Ok. qu'ils se trouvent justement piégés. Finalement, moi ce que j'entends, c'est que c'est un énorme signe de gratitude envers vous-même de reconnaître que l'ancienne personne vous dirait de ralentir, ça veut dire que vous avez conscience de là où vous en êtes aujourd'hui. C'est vrai. C'est aussi très important C'est de vrai. s'accorder des fois du crédit à soi-même. C'est ça. Je le fais peu et ce qui même me le rappelle souvent. Ouais, mais c'est bien. C'est bien de regarder au-dessus de son épaule un peu et de voir le chemin qu'on a fait. Ouais. C'est aussi bien de relativiser. Prendre du recul. Il y a un ami qui est très bon en informatique, Ouais. très bon, qui m'a dit, j'ai checké un peu sur la toile. Il y a pas mal de critiques. Je me suis amusé à regarder, est-ce que tu te rends compte que les gens actifs sur la toile, qui regardent ce que vous faites, sont environ de 500 000 actifs au quotidien, tous les jours. Ah ouais, c'est de la pression. Et est-ce que tu te rends compte que sur les 500 000, il doit avoir moins de 5 000, ou même moins encore, qui peuvent porter des critiques. Qui peuvent se le permettre. Voilà. D'accord. Et toi, non, qui peuvent porter des critiques de manière générale, même Ah, si ok. sans le permettre. D'accord. Et sauf que toi, tu focalises sur les moins 5 000, alors que là, mes analyses sur Internet d'activité montrent qu'il y a probablement 495 000 personnes qui apprécient le boulot que vous faites, qui aiment ce que vous faites, au lieu de vous concentrer sur cette majorité silencieuse. Vous donnez trop de temps et d'importance à la minorité qui fait un peu de bruit. Il y a des objectifs qui ont été mis en place, qui évoluent constamment vers la pérennité. Il y a des objectifs financiers et des objectifs sportifs. Quels sont les objectifs éthiques sur le long terme? Nous aujourd'hui, comme on le dit toujours, en fait, ce qui est très important pour nous, c'est le MMA français, bien sûr, ensuite le MMA C'est la international. priorité. Mais aujourd'hui, on essaye vraiment d'être très proche et des combattants et de la fédération et de tout le monde, parce que ce qui nous importe vraiment, c'est le MMA. Ok. Le MMA, c'est notre passion, c'est notre vie. Si on s'est vraiment jeté dans ce projet corps et âme aujourd'hui, c'est purement par amour de ce sport. Ouais. Et du point de vue éthique par rapport au dopage, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées? Tout est améliorable, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut quand même se vanter de dire que nous sommes une ligue propre, puisque nous avons des contrôles antidopage sur chaque événement. Ok. Voilà, nous en sommes fiers justement pour que les combattants français puissent enfin combattre et sans être victimes parfois dans certains endroits où il n'y a pas de contrôle. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir des enfants? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie d'avoir des enfants? J'ai arrêté de vivre pour moi et j'ai commencé à vivre pour eux. Les risques, je ne les prends plus pareil. Je ne joue plus avec le feu, Ouais. je ne peux plus rien faire parce qu'il y a des personnes qui... Ma plus grosse phobie, c'est que je disparaisse avant d'avoir préparé et leur avoir facilité le chemin pour le reste de la vie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. Le but, c'est l'héritage, de laisser un héritage moral aussi, Ouais. surtout moral des fois même, qu'elle puisse avoir des valeurs et qu'elle puisse
retenir quelque chose des conseils, des valeurs de la vie, de la valeur de la vie, de la valeur de l'amitié, de la relation. Voilà. Arès, c'est combien de personnes, combien en argent et combien d'heures de travail par événement, globalement? Arès, c'est des centaines de personnes qui travaillent sur la Fight Des Week. centaines. Sur la Fight Week, puisque bien évidemment il faut mettre en place la technique, la production, l'organisation, l'accueil, le déplacement. Donc voilà, mais après, ce ne sont pas des gens qui sont salariés d'Arès, nous faisons appel à des consultants, à des prestataires, voilà. Mais en tout cas en période de Fight Week, c'est une centaine de personnes qui D'accord. travaillent. Comment on passe de gérant d'organisation à coach de salle, head coach pour le plus grand poids lourd français, jusqu'à négociateur à l'UFC? Comment on fait ça? C'est juste avec les besoins. Les besoins s'imposent et vous créez, vous faites ce qu'il faut pour pouvoir remplir ça. En gros, ce que je veux dire, c'est que moi, je deviens un entraîneur simplement. Et quand je suis entraîneur, je me rends compte qu'il y a des jeunes qui ont envie de devenir champions et je me déploie et j'apprends pour pouvoir leur apprendre. J'apprends à avoir de la didactique et de la pédagogie pour pouvoir les faire avancer. D'accord. Et quand ils deviennent bons, je me rends compte qu'il faut que je comprenne un minimum le métier d'agent. Parce que je me rends compte que pour leur trouver des combats, pour leur trouver des sponsors, pour soigner leur image, il faut que j'ai de la connaissance. Et donc j'apprends et je deviens un agent sportif, un manager. Ensuite, je me rends compte qu'il y a l'OMMA qui n'est pas interdit en France, mais tout le monde pense que c'est interdit. Mais je sais que si on a un écosystème complet et qu'on peut avoir des élèves et qu'on peut avoir un événement où on peut les faire combattre souvent et qu'on peut avoir, ça peut développer la pratique de masse aussi. C'est une vision, Donc, en fait. Donc du coup, je vais faire en 2015 au premier événement des MMA en France avec des amis au cycle d'hiver. Et aujourd'hui, continuer avec Arès ici aujourd'hui. Donc c'est juste une affaire de j'ai besoin, j'écris. J'ai besoin, j'appelle des amis, on crée. J'ai besoin, et en fonction des besoins, voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu rentrer dans les détails sur tout ce qui touche à votre rôle dans justement à travers tous ces employés, toutes ces personnes qui travaillent autour d'Arès? Aujourd'hui, on a la chance d'être très bien entouré. Moi, mon rôle, c'est d'être le dirigeant de cette ligue avec Fernand. Nous essayons de recruter et de nous entourer des meilleures personnes possibles, d'être le plus disponible possible et de s'assurer à chaque fois qu'on progresse d'événement en événement. Donc nous, on a la chance, de par notre passif, d'avoir voyagé à travers le monde sur différentes organisations, ce qui nous a permis un petit peu de recueillir. On avait un carnet et on recueillait les meilleures choses sur chaque événement et on a essayé de le synthétiser, de le mettre sur Arès. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est ça, de m'assurer qu'on respecte bien les lignes de dépenses, de m'assurer que le show est bien organisé, que tout est calé, que tout est bien, que les équipes sont contentes. Alors j'ai la chance aussi de m'occuper un peu du matchmaking avec Fernand. Donc en même temps, on est au contact des combattants, on les recrute, on réfléchit, on en parle. Voilà, on essaye d'avoir aussi toujours l'avantage d'être plusieurs sur une décision, c'est de s'assurer que la décision remporte la majorité et qu'on prend en tout cas la bonne décision. Quand on est seul, des fois à prendre une décision, on peut souvent, ça peut arriver en tout cas de se tromper. L'avantage, c'est que vraiment on a un très bon groupe. Voilà, je sais qu'aujourd'hui Camille et Guillaume, qui sont également deux de nos associés, font un travail colossal, mais vraiment colossal. Donc voilà, nous sommes vraiment bien entourés, ce qui nous permet d'avancer. Un bon travail d'équipe. Voilà. À quel moment il y a eu un vrai déclic pour qu'avec l'UFC vous ayez une telle complicité avec l'UFC Fight Pass et tout? Mes rapports avec l'UFC et cette envie de pouvoir développer avec eux vient juste que j'aime m'associer aux meilleurs. J'aime vraiment m'associer aux meilleurs. J'apprends au quotidien. Il y a quelques années, je pense autour de 2015-2016, j'ai signé un Bellator. Anthony Dizzy, par exemple. C'est moi son manager, son agent. Je vais au Bellator. Et j'ai une autre série d'athlètes qui sont au Bellator, mais celui-là est emblématique parce que je commence vraiment avec lui ma vraie signature directe d'un grand nom qui pourrait faire quelque chose et tout. Et je me rends compte qu'ils sont bien le Bellator, mais qu'ils sont numéro 2 et que ça n'apporte pas et que c'est une grande galère pour Anthony Dizzy parce qu'il y a les combats qui sont compliqués, mais il n'y a pas ce qu'il perd avec et puis c'est pas le très haut niveau. Je vois avec ce que je fais à l'UFC quand j'ai des athlètes comme Taylor Lapus et Michael Lebois à l'UFC, je vais signer à l'UFC. Du coup, je me dis, c'est là où il faut insister, c'est là où il faut creuser et amener un peu plus d'athlètes
parce que c'est où il y a le leader qu'il y a le développement. Et donc je vais faire ce chemin-là de proposer à chaque fois et de vouloir m'associer aux premiers. C'est-à-dire que quand je vais signer par exemple, avec l'expérience, j'apprends. Je me rends compte que au lieu d'attendre que Cyril soit un bon athlète, comme j'ai fait avec Francis, d'essayer de le présenter à partir de 4 combats, je présente Cyril à partir de 0 combat. Quand il va combattre au TKO, il a 0 combat. J'appelle le matchmaker de l'UFC qui est un ami et je lui dis prends ton temps, regarde l'UFC, fâche pas ce soir. Il y a un poids lourd qui va passer, tu me diras. Et donc du coup, il est content, il me dit c'est bien, je vais continuer à regarder. Et bien le deuxième combat, il me dit bon, on le prend. Qui est Benjamin Sarfati en dehors du MMA? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos passions? Moi, en fait, je suis à la base, mon métier de base, je suis opticien. Tu vois, je suis né comme ça dans l'optique et puis j'ai toujours aimé les arts martiaux depuis plus de 25 ans. Et donc j'ai commencé les arts martiaux en 1994 avec le Krav Maga que j'ai exercé pendant 25 ans et j'ai eu la chance de gravir tous les échelons du Krav Maga. C'est quelque chose qui m'a plu. J'ai eu un professeur magnifique, Richard Buyev. J'ai rencontré beaucoup de gens qui aussi m'ont apporté beaucoup. Et puis au fil du temps, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose dans le sport. Donc j'ai monté des clubs de Krav Maga. Puis après j'ai eu la chance de connaître d'autres sports, d'autres arts martiaux et de connaître Fernand Lopez. Et puis ça a été un coup de foudre mutuel, aussi bien sportivement qu'amicalement, et maintenant businessment. Et voilà, donc c'est ce qui m'a amené un petit peu ici. Mais sinon, moi, je suis une personne très simple qui en dehors du MMA, c'est ma famille qui a du mal à se mettre en avant. Ouais, c'est-à-dire que moi, je suis très bien où je suis, ça me va très bien. Ouais, ça vous correspond. Voilà, ce qui compte, c'est ma famille, c'est très important. D'accord. Et puis le reste, prendre du plaisir dans ce qu'on fait et faire le mieux possible, parce que ça, par contre, pour moi, c'est très très important de faire les choses bien et de pouvoir se regarder tous les matins dans la classe, de faire les choses honnêtement, proprement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. D'accord. Comme il faut. Merci beaucoup pour ce petit entretien. Merci beaucoup. Plaisir, merci.